Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 9 janvier, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition et en voici les titres. Nous aurons deux invités. Le premier, Louis Ducruet, organise en marge du Festival international du Cirque de Monte-Carlo un match de foot caritatif, la Fightets Cup. Deux équipes s'affronteront le lundi 23 janvier au Stade Louis II, l'équipe des Barbadjans du Prince Albert II et l'équipe du Cirque de la Princesse Stéphanie. Vous allez pouvoir le constater, c'est une rencontre dans la bonne humeur, mais quand même avec des goûts de revanche. Deuxième invité, le chef d'orchestre Philippe Bender. Il nous parlera lui aussi d'une opération caritative, un concert à l'Auditorium Régnier 3 le 13 janvier au profit de l'association Soupe de Nuit Monaco. Et en termes de reportage, nous allons vous présenter la 33e édition de la Semaine du Goût, qui a officiellement débuté ce lundi à l'Hôtel Hermitage. Nous reviendrons sur un récital de musique de chambre avec au programme du Brahms et du Bartók. Et nous vous présenterons les enjeux de la prochaine rencontre de basket en Euroleague. Monaco accueille l'Olympiakos ce mardi à 19h. Prenons la direction de l'hôtel Hermitage à présent, où la Semaine du Goût et des Saveurs en Principauté a été officiellement lancée. Une semaine qui sera marquée par l'organisation de plusieurs opérations avec des élèves de la Principauté. Vanessa Dessy vous en dit plus sur des images d'Alexa Vial. Après 2 ans d'absence, c'est le grand retour de la Semaine du Goût et des Saveurs. Les chefs jouent le jeu à nouveau en partant à la rencontre des élèves de la Principauté afin de proposer des plats à base de crevettes et d'avocats, un thème quelque peu osé cette année. Lorsqu'on nous choisissons de faire les thèmes, on demande à la Fondation Albert II pour avoir la promotion avec Mr Goodfish sur le choix du poisson, du crustacé. Et puis après, on travaille avec Terre de Monaco, avec Jessica, qui, elle, nous a proposé l'avocat. Alors, nous, on a trouvé subtil la crevette et l'avocat, parce que bon, c'est quand même un accord professionnel qui se fait bien, que ça soit en wrap, que ça soit en mousse, que ça soit en verrine, que ça soit... Donc on a trouvé ça judicieux. Manger sain et équilibré en consommant des produits de saison, tel est le message que souhaite véhiculer l'opération. 17 classes de CE2 reçoivent donc un chef du goût accompagné d'un élève du lycée technique et hôtelier. Ce partenariat visait à mieux faire connaître aux élèves ce qu'étaient les aliments, ce qu'était la cuisine. Et d'ailleurs, souvent, on les a menés au marché pour connaître quels étaient les légumes à manger, à choisir les fruits et légumes. Et si vous voulez, grâce à Monsieur Garot, qui vraiment est d'un dynamisme et d'un enthousiasme incroyable, on a voulu initier cette année, par exemple, les élèves de CE1 et de CE2 à la crevette et l'avocat. Cette initiative permet ainsi de souligner un véritable engouement pour la cuisine. On a transformé il y a quelques années ce dispositif qui n'était que sur une semaine, maintenant qui court sur toute l'année avec une véritable école du goût au sein de laquelle les élèves vraiment apprécient énormément de participer et on est étonné de leur engouement pour des aliments parfois vous savez, la crevette, l'avocat encore, mais la crevette, c'est pas toujours du goût de nos élèves. Et en fait, ils adorent et ils découvrent avec joie toutes ces saveurs qui sont amenées effectivement de façon talentueuse par tous les chefs. Le jeudi 12 janvier prochain, des élèves de CE1 seront invités à réaliser différents ateliers de goût avec l'appui du lycée technique et hôtelier. En bref, c'est une tradition. Chaque début d'année, la mairie de Monaco présente les chiffres de l'état civil pour l'année écoulée. J'ai 4 chiffres importants à vous donner. Le nombre de naissances en 2022, 862. C'est un chiffre un peu en baisse par rapport à 2021, où nous étions à 976 naissances. 528 décès en 2022, là aussi c'est en baisse. En termes de mariage, il y a eu 10 mariages de plus, portant le chiffre à 191. Et enfin, le taux de divorce est identique avec 58 divorces. Mais réjouissons-nous des naissances et s'appelait toujours le top 5 des prénoms en tête. Emma, Victoria, Alice, Chloé et Stella pour les filles. Et Leonardo, Gabriel, Raphaël, Aaron et Louis pour les garçons. Et justement, notre premier invité s'appelle Louis, le président de la Fédération monégasque de e-sport, mais également l'organisateur d'un match caritatif en marge du Festival international du Cirque de Monte-Carlo, la Fightets Cup, qui opposera l'équipe du Cirque de la Princesse Stéphanie à l'équipe des Barbadjans du Prince Albert II. Entre l'équipe de son oncle et celle de sa mère, il faut faire un choix ou au contraire, rester neutre. Pour en parler, on se retrouve avec Louis Ducruet.
Louis Ducruet, bonsoir. Bonsoir. On se retrouve là en plateau pour évoquer un événement qui vous tient à cœur, qui se déroulera le lundi 23 janvier, la Fighteds Cup. C'est un match de football amical, alors amical mais disputé. Parlez-moi du concept de cet événement. Alors le match en lui-même, il existe depuis déjà plus de 20 ans, parce que le cirque avait l'habitude de rencontrer l'équipe de mon oncle les lundis de repos du cirque. Et puis, au fur et à mesure, mon oncle a renforcé l'équipe avec quelques anciennes gloires du football monégasque et mondial. Et du coup, avec mon associé Romain Goiron, on a décidé d'utiliser cet événement pour essayer de récolter des fonds pour une association. Et donc, avec le cirque, on s'est dit, qui de mieux que Fighteds. Avec encore une fois une très belle affiche. Est-ce que vous pouvez citer quelques noms là? Alors oui, du côté des Barbadjans, c'est les légendes monégasques. Et donc là, on a quand même Didier Deschamps, Morientes, Chevanton, Djorkaeff, Bruno Bellone, plusieurs générations qui se mélangent. Et des grands noms. Ouais, des grands noms du football monégasque quand même. Et après, du côté du cirque, cette année, on a la chance d'avoir Francesco Totti, Clarence Seedorf aussi, Robert Pires, Panucci, et Eric Abidal, quelques champions du monde et quelques grands champions du football mondial. Avec de grands entraîneurs aussi qui vont se prêter au jeu? Alors, grand entraîneur, il y en a un chez nous, oui, avec Jean Tigana. Ouais. Mais du côté du cirque, c'est l'actionnaire du club de Cardiff qui nous fait l'honneur d'être l'entraîneur du cirque. Alors c'est un match, je l'ai dit, amical, c'est une vraie compète. Je crois que c'est l'équipe du cirque qui a gagné les 2 dernières éditions. Oui, c'est ça. Ça se chambre après le match ou pas? C'est une compète ou c'est vraiment bon enfant? Non, c'est bon enfant, ça se charrie amicalement, mais ça se charrie quand même, parce que pendant des années, le cirque perdait face à l'équipe de mon oncle, et du coup, là, depuis qu'on a renforcé l'équipe du cirque avec des anciennes gloires du football mondial, le cirque gagne chaque année maintenant. Donc on va dire que ma mère charrie bien son frère à chaque fin de match depuis 2 ans, et mon oncle m'a donné comme mission que cette année, ça s'arrête. Avec donc des artistes du cirque en activité, des sportifs aussi, des fois qui sont en activité. Il faut quand même faire attention, j'imagine. On joue, mais on fait attention. Oui, comme le match au mois de mai avec les pilotes, l'objectif c'est de prendre du plaisir, mais aussi de donner du plaisir aux gens. Donc l'intensité est liée, mais le physique, les tacs et tout ça, on essaie d'être un peu léger sur ce point-là, comme ça au moins il n'y a pas de blessés et tout le monde fait la fête. En organisant ce match-là, c'est un vrai soutien à votre maman, qui est la présidente du festival, mais qui est aussi la présidente de Fighteds. En quoi c'est important pour vous d'organiser ce match? J'ai toujours voulu aider l'association de ma mère et j'ai toujours cherché la manière la meilleure pour le faire, mais quand j'ai eu cette opportunité avec le foot qui est ma passion et aussi mon métier au quotidien, j'ai dit je vais allier les deux et puis je vais pouvoir amener ma pierre à l'édifice pour aider Fighteds. Alors vous êtes également le président de la Fédération monégasque de e-sport. Quelles sont les ambitions de cette fédération? Les ambitions sont toujours les mêmes depuis le début. C'est de promouvoir le e-sport en principauté, d'essayer de faire reconnaître ça comme un sport à part entière. Et puis aussi de participer au plus de compétitions internationales le plus possible. Et pourquoi pas, si le CIO l'acte d'ici les prochains Jeux Olympiques d'été après Paris, donc 2028, de participer aux Jeux Olympiques et d'envoyer 1 ou 2 athlètes monégasques de plus. Oui, donc le e-sport peut-être au JO. C'est un doux rêve ou ça vous paraît réalisable, ça? Quand on voit aujourd'hui l'attrait du e-sport, je pense que c'est possible. Après, il y a quand même quelques réticences à ce que le e-sport en soit, parce que beaucoup de personnes ne considèrent pas ça comme un sport. Mais voilà, donc on verra, l'avenir nous le dira si on pourra y participer avec Monaco ou pas. Et le e-sport, c'est toujours en plein boom. Il y a eu une période où vraiment c'était exponentiel. Ça l'est toujours? Là, il y a une petite accalmie quand même. Certains sports, donc jeux, continuent de progresser, d'autres stagnent, d'autres tombent dans l'oubli. C'est ça un peu les aléas du e-sport, c'est que certains jeux peuvent être au top pendant un moment et sont très regardés et très compétitifs avec beaucoup de cash prize. Et puis d'un coup, le jeu tombe complètement aux oubliettes et là, tout le monde arrête ce jeu-là. Donc c'est pour ça que même le CIO, je pense, réfléchisse à avoir un sport ou un jeu qui est quand même assez stable dans la popularité et dans la performance.
Alors c'est difficile pour nous de parler de votre actualité sans parler d'un beau projet. Vous allez bientôt être papa là en 2023. C'est ça, oui. Comment allez-vous et comment se porte tout simplement la maman? Tout le monde va très bien, on a de la chance jusqu'à maintenant. Ma femme fait une grossesse de rêve, on va dire. Elle est juste un peu fatiguée, mais sinon tout le reste va bien. Écoutez, on vous souhaite plein de belles choses pour 2023. Merci. Louis Ducruet, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et je le rappelle, le match de foot opposant l'équipe du Cirque face au Barbadjan est à suivre le lundi 23 janvier à 18h30 au stade Louis II. Et en basket, la Roca Team s'est défait hier de Paula Cortez pour la 16e journée de Betclic Elite. Les Monégasques ont tremblé dans une partie qui aurait pu tourner à l'avantage des Palois dans les dernières minutes. Derrière les 22 points de Mike James, Monaco s'est imposé 83-77 et consolide par la même occasion sa première place au classement. Comme il est de coutume depuis plusieurs mois maintenant, pas de repos après cette rencontre puisque les Rocaboys enchaînent avec un match d'Euroleague ce mardi soir. Un choc au sommet face à l'Olympiakos à Gaston Médecin que Yannick Debever vous présente. Bonsoir Yannick. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Roca Team Olympiakos, c'est une rencontre qui ne laisse plus personne indifférent en Europe, tant les deux équipes livrent à chaque rencontre un magnifique spectacle. Cette saison, Monaco a pris l'avantage sur les Grecs chez eux lors de la 5e journée avec une victoire 81-76. Depuis, l'Olympiakos s'est imposé comme l'un des meilleurs collectifs du championnat avec plus de 22 passes décisives en moyenne par match. Le club du Pirée est actuellement premier du classement grâce à sa belle différence de points. Il possède la meilleure attaque et la deuxième meilleure défense d'Euroleague avec 86 points marqués pour 77 encaissés en moyenne. À titre de comparaison, la Roca Team marque 4 points de moins et en encaisse 5 de plus. Je vous propose d'écouter Sasha Obradovic à propos de ce choc. They own each position. They have, like the top level player. Recently they really dominate, some games. Panathinaikos in Athens, like Armani. Before this, also, they had some amazing games. So we gotta be on a maximum. If we want to win this game, we have to be 40 minutes, really on a great level to do it. Jouer 40 minutes et non pas 30 comme cela a été le cas face aux Partisans la semaine passée. La Roca Team avait encaissé en Serbie sa plus grosse défaite de la saison, ce qui avait engendré beaucoup de frustration dans le groupe. We feel a little bit, I think, I wouldn't say unsatisfied because we had an opportunity to make a stretch, to make that lead for a first spot. So, I think, it's good where we are, but we want more. So there's some things that we have to improve to be completely first in the standings, and I think that's every team's goal. Pour viser le haut de tableau, Sasha Obradovic a confié que Monaco surveillait de très près le marché des transferts. Selon le coach serbe, c'est une obligation de se renforcer pour atteindre les objectifs du club en fin de saison. En attendant de possibles renforts, la Roca Team jouera ce nouveau match d'Euroleague sans Adrien Moerman qui devrait quitter le club dans les prochains jours et sans Jordan Lloyd, toujours en rééducation. Monaco Olympiakos ce mardi 19h au stade Louis II ou en direct sur Monaco Info. Passons à notre dernier invité, c'est un grand chef d'orchestre français. Il a fait le tour du monde en menant les musiciens à la baguette et il sera pour la bonne cause à l'auditorium Régnier 3 le 13 janvier à 20h pour un concert caritatif au profit d'une association monégasque qui apporte de la nourriture et de la chaleur aux plus démunis. Philippe Bender, bonsoir. Bonsoir. Nous allons parler, comme je viens de le dire, d'une belle action pour une belle cause et c'est ce qui vous amène à Monaco ce jeudi. Vous allez diriger un concert caritatif au profit de Soupe de Nuit Monaco. C'est une association que vous soutenez et qui vous tient à cœur. Hein. Oui, bien sûr. Moi, ça fait à peu près une dizaine d'années que j'en fais partie. Et je constate vraiment que c'est une association qui est formidable, qui est très efficace. D'ailleurs, ceux qui bénéficient des repas et tout ça disent que les repas sont toujours plutôt mieux que dans les autres associations, très bien fournis. Et les gens, il y a une très bonne atmosphère dans cette association depuis des années. Et je crois que tout le monde vient là avec bonheur. Ça se passe vraiment bien.
Nous étions justement jeudi dernier à Nice pour faire un reportage sur l'association Soupe de Nuit Monaco qui distribue de la nourriture à des sans-abri et des nécessiteux. C'est important pour vous d'aider cette association. Pourquoi vous faites ça ? Là, je pense que, surtout en ce moment, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin de ça, qui n'ont plus la capacité financière de se loger et de se nourrir. Et donc, il y a un tas de gens qui viennent, qui prennent un repas, on se sent véritablement utile. Et moi, je trouve que, en tant que musicien classique, c'est mon devoir, et en tant que participant à cette association, de faire un concert classique pour essayer de recueillir des fonds. Et justement, pour les soutenir, vous faites ce que vous savez faire de mieux, diriger un orchestre, en l'occurrence là l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, ainsi qu'un grand pianiste. Parlez-moi de l'affiche de ce concert et de son originalité. C'est une vitrine formidable de paraître avec l'Orchestre de Monte-Carlo, c'est quand même un des meilleurs orchestres du monde. Et je pense que ça place l'association dans une perspective culturelle très, très importante. Ensuite, le pianiste qui vient là, du Chable, c'est vraiment quelqu'un qui est très connu à Monaco. Et c'est un pianiste formidable. Il était dans le top des meilleurs pianistes du monde. Il a joué sous la direction de Karajan. Et donc, c'est dire la qualité et la notoriété de ce pianiste. Pendant toute sa carrière, ça a été vraiment quelqu'un qui a été adulé. Ce concert, que l'on comprenne bien, est important pour le fonctionnement de l'association Soupe de Nuit Monaco. L'association et les membres attendent beaucoup de ce concert. Oui, ils attendent beaucoup, parce que vous savez, c'est une association qui n'a jamais demandé de subvention. Et c'est difficile de vivre à notre époque sans subvention. Ils ont passé des caps difficiles, toujours sans demander de subvention, et ça a fonctionné. Alors on a parlé du pianiste, mais qu'est-ce que l'on va pouvoir écouter ? On commence avec une fantaisie sur les airs de Carmen. Ensuite, il y a ce concerto de Grieg avec du Chable. Et puis à la fin, les préludes de Liszt. Et c'est un programme qui n'est pas très long, mais qui est facile pour le public, mais qui est quand même un programme assez savant d'une certaine manière. C'est de la grande musique. La question est peut-être un petit peu naïve, mais lorsque l'on est investi comme vous l'êtes pour cette association, est-ce que l'on dirige encore mieux un orchestre? Est-ce que l'on se surpasse pour cette cause? Moi, je dirige tous les concerts avec la même conviction et le même enthousiasme. Mais c'est vrai que là, je m'investis beaucoup plus. Je dirigerai le concert avec certainement beaucoup de tempérament et d'envie de bien faire. Mais pour moi, il n'y a pas de concert de deuxième catégorie ou de première catégorie. Mais c'est vrai que quand on fait des concerts pour les associations, on a un surplus de spiritualité, ou un surplus de motivation. Voilà. Ce concert, donc, le 13 janvier à 20h à l'Auditorium Régnier 3. Merci Philippe Bender. Merci. Et puisque nous parlons de l'Auditorium Régnier 3, eh bien, deux artistes s'y sont produits à l'occasion du concert du 8 janvier, le violoniste Frank-Peter Zimmermann et le pianiste Martin Helmchen, pour un récital de Brahms et Bartók. Reportage de José Sacré, Jean-Alexandre Dordet et Clélia Renaud. Considéré comme l'un des plus grands violonistes de sa génération, Frank-Peter Zimmermann a donné un récital le 8 janvier à l'Auditorium Régnier 3 avec le pianiste Martin Helmchen. Au programme, Bartók et Brahms. Brahms, il a écrit incroyablement pour le violon. Il a fait ce concerto pour violon incroyable en ré majeur et les sonates et toutes les musiques de chambre. Mais c'est déjà quelque chose à lutter parce que le piano, le part du piano, c'est vraiment très grand, comme un grand orchestre. Ouais. Et c'est toujours très difficile de trouver une belle balance. Pour cette série de concerts à travers l'Europe, Frank-Peter Zimmermann a choisi pour partenaire le pianiste Martin Helmchen, qui était la saison dernière l'artiste en résidence à l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. J'écoute beaucoup de pianistes et j'ai essayé aussi avec beaucoup de pianistes, mais il faut trouver aussi quelque chose de spécial humain. Oui. Et ça, c'est très, je pense, c'est très important pour aussi faire la musique humaine ensemble. Frank-Peter Zimmermann sera de retour à Monaco le 12 mai prochain avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il jouera le concerto pour violon d'Elgar.
Passons à la météo de ce mardi avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Le temps restera très agréable durant la journée. Les températures seront légèrement en baisse. Elles oscilleront de 6 à 14 degrés. Le soleil se lèvera à 8h01 et se couchera à 17h13. Et nous fêterons les Guillaume. Merci Vanessa. Une dernière info, sachez que nous retransmettrons en direct le 19 janvier depuis la place du Casino à partir de 18h25 le départ du 91e Rallye Monte-Carlo et ça sera commenté par Christophe Paco, Franck Phillips, Vanessa Dessy et Frédéric Hélion. Vous pourrez suivre ce direct donc sur notre page Facebook et en streaming sur notre site. Ça sera aussi rediffusé sur Monaco Info à partir de 21h. À tout cela le 19 janvier. Que s'est-il passé justement il y a 20 ans lors du 71e Rallye Monte-Carlo? Eh bien tout simplement un triplé de Citroën et ce sont les photos rétro du jour de Charlie Gallo. C'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée. Portez-vous bien. Au revoir.